Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Advocate. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Charles-Emmanuel Prieur. Bonjour Charles-Emmanuel. Bonjour Maria. Bienvenue sur ce podcast. Charles-Emmanuel, vous êtes associé gérant chez UGGC, qui compte aujourd'hui plus de 170 avocats présents en Europe, Afrique, Asie et Amérique latine. Vous avez fait par ailleurs toute votre carrière chez UGGC et votre spécialité est en fusion-acquisition, private equity, contentieux arbitrage, banque finance et droit boursier. Bienvenue sur ce podcast et parce qu'une fois n'est pas coutume et que je pose cette question à tous vos confrères, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat ? Merci pour cette invitation d'abord et cette description exacte, sauf sans doute banque finance que je fais pas beaucoup. Mais fusion, acquisition et private equity, oui, c'est mon cœur de métier. C'est peut-être une partie de ces métiers-là qui m'ont donné envie d'embrasser la profession. En fait, je pense qu'il y a l'opportunité et du hasard aussi. J'étais sans doute très mauvais en maths, ce qui dans ma génération permettait de sélectionner beaucoup de métiers assez rapidement. Et j'avais eu évidemment dans ma famille des avocats que j'avais côtoyés, voire chez qui j'avais fait des stages assez tôt. Et donc voilà, le stage d'observation classique et qui m'avait plu dans ce que j'avais vu. Et des cabinets d'affaires à l'époque qui étaient sans doute un peu moins structurés qu'aujourd'hui, mais qui étaient déjà très intéressants. Et ce qui m'a intéressé, c'est la capacité de changer de sujet quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ça, c'est intellectuellement très un luxe énorme par rapport à des juristes d'entreprise, par exemple, qui vont aussi voir des sujets différents, mais toujours sans doute pour le même client interne. Et donc, c'est peut-être plus monosujet. Nous, on a cette chance-là de pouvoir passer de dossier à dossier, de client à client, et de voir des gens différents, des environnements différents, des problématiques différentes. Et voilà, ça, c'est très clairement l'une des raisons qui a motivé ce choix. Je comprends, très clair. Par rapport à votre début de carrière, donc comme je l'ai dit en cette introduction, vous avez fait toute votre carrière chez UGGC. Est-ce que vous pouvez revenir, pas forcément sur votre parcours académique, mais les débuts, vous, jeunes collaborateurs? C'est l'une des chances que j'ai eues dans mon parcours professionnel, c'est de tomber très très vite sur UGGC, quasiment à sa création. J'ai fait un premier stage. Totalement par hasard. J'ai fait qu'un cabinet d'avocats en stage puis en collaboration. Voilà, ça s'est fait comme ça, mais ça correspond à l'ADN du cabinet. Je suis tout sauf une exception, c'est plutôt la règle chez nous. D'accord. Plus de 50% des associés sont d'anciens stagiaires. Donc, il y avait dans ma génération de stagiaires et dans les générations d'après des gens qui sont aujourd'hui mes associés. Donc, ça crée une très bonne ambiance et en tout cas des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Et donc, voilà, mon parcours, il a été un bac plus 5 très classique. La seule particularité, c'est que j'ai fait une thèse. D'accord. Donc, je suis docteur en droit. Ça n'a qu'un avantage, mais qui est très important, ça m'a obligé à beaucoup travailler à un moment sur le fond du droit, sur l'analyse des textes, sur la rédaction et se plonger sur un sujet vraiment dans le détail. À l'époque, j'ai choisi un sujet qui était un peu sans doute original, qui était la garantie de passif dans les opérations de levée de fonds. Ça a plus de 20 ans aujourd'hui. Et voilà, c'est devenu mon métier. Donc en plus, le travail que j'ai fait de fond, de jour et de jour chez moi, à travailler, à lire l'ensemble de la doctrine sur tous ces sujets-là, puis à rédiger un livre de 500 pages d'une certaine façon, me sert encore aujourd'hui. Donc voilà, ça a été de la chance, mais aussi un choix, parce que j'avais le sentiment que la garantie de passif était, dans le monde des fusions-acquisitions, la partie documentaire la plus importante de notre job, et que je voyais bien que le monde du private equity était en train de naître, et donc voilà, pourquoi est-ce que cet outil-là, on devait l'utiliser dans le monde des levées de fonds. C'était voilà, c'est comme ça que j'ai commencé et à ce moment-là que je suis arrivé au cabinet, encore une fois totalement par hasard, et que je ne l'ai jamais quitté. Et par rapport à vos débuts, donc collaborateurs chez UGGC, est-ce que ça a été clair pour vous dès le départ que vous alliez certainement passer associé ? Enfin, comment s'est passée votre évolution en interne ?
C'était assez évident parce que c'était l'une des évolutions classiques. Oui, comme vous l'avez dit. Chez nous comme ailleurs, que j'avais cette ambition-là. Et donc que oui, en tout cas dans mon esprit, je me suis dit oui, si je peux, j'essaierai. Et donc j'ai essayé d'y réfléchir assez tôt. Un seul conseil qu'on peut donner, c'est s'y prendre le plus tôt possible. Et donc voilà, essayer de développer sa clientèle. Oui, voilà, en parallèle du cabinet. J'ai découvert des choses à l'époque. Il y a du chiffre d'affaires le dimanche au téléphone. Ah oui. Voilà. Quand vous êtes dans un cabinet à l'époque, tout le monde prenait la ligne générale le week-end, et vous avez des gens qui appellent. Alors c'est pas les meilleurs dossiers, hein. Oui. C'est pas les. Faut bien commencer quelque part. C'est pas les plus rémunérateurs, c'est pas les plus intéressants. Mais voilà, c'est une façon de débuter avec quelque chose et de pouvoir se faire la main sur une clientèle personnelle. Donc il faut avoir cette appétence-là, cette envie-là, parce que c'était faire des choses qui évidemment n'avaient rien à voir avec ce que je faisais à partir du lundi matin. Mais voilà, ça permettait de comprendre comment gérer un client, comment le rassurer, comment lui parler, comment voilà le conseiller correctement. C'était l'un des éléments à l'époque, parce que évidemment je suis plus très jeune, donc il y avait pas toute la recherche de marketing commercial qui existe aujourd'hui. Donc il y avait plus de certaines façons d'amateurisme, en tout cas on était dans un monde où on n'avait pas besoin de chercher de clients. Faut quand même voir ça. C'est-à-dire que s'il y avait du chiffre le dimanche, il y avait aussi du chiffre pendant toute la semaine. C'est-à-dire que le téléphone sonnait et vous aviez des nouveaux clients. Il y avait quand même pas grand-chose à faire dans un monde où il y avait sans doute pas assez d'avocats d'affaires, beaucoup de clients, et donc on n'avait pas une recherche commerciale qui était très 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 forte à réaliser. Aujourd'hui, c'est très différent. Un collaborateur qui devient associé, c'est devenu de l'impression que j'en ai, un challenge commercial très significatif et beaucoup plus difficile qu'avant. Mais toutefois, vous avez très vite été sensibilisé au fait qu'il fallait vous positionner comme apporteur d'affaires pour passer associé. C'était assez clair dans votre esprit. Et pourtant, chez nous, c'était pas un critère. Ah oui? Non, c'était pas marqué comme un critère. C'était moins évident. Il y avait une certaine forme d'avancement à l'expérience, à l'historique. Il y avait une logique, puisqu'encore une fois, on était dans un monde où il y avait beaucoup de clients, pas énormément de cabinets, donc un cabinet qui assez naturellement se développait et assez naturellement, vous aviez de la place pour créer des nouveaux associés. Voilà, donc c'était moins prégnant comme obligation. Et qu'est-ce qui faisait la différence du coup parce que vous disiez que vous êtes nombreux collaborateurs à être passés associés, mais je suppose que ce n'était pas le cas de tout le monde. Alors, je pense que peut-être que c'était déjà plus sélectionnant dans d'autres structures par rapport à la nôtre. Après, il y avait quand même quand vous jugez un dossier d'association, vous commencez à la base qui est la base technique, la capacité technique. Bien sûr. L'excellence absolue. Et nous, chez nous en tout cas, c'est vraiment le critère de base. Okay. Donc, il n'y a pas d'associé. C'est un prérequis. Je ne commence à regarder le second critère que quand j'ai celui-là. Donc, je peux pas avoir quelqu'un qui est moyen en droit parce qu'il est très très bon commercial. Ça, chez nous, ça fonctionne pas. Mais ça peut être des systèmes qui fonctionnent très bien ailleurs. C'est juste un choix. Nous, on s'est construit comme ça. Donc, c'est d'abord une base technique très 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 solide. Deuxième chose, une capacité à s'adapter avec tout le monde. C'est-à-dire l'expérience. Alors, on associe aussi des gens qui n'ont pas passé 20 ans avec nous, mais voilà, on a un style de vie entre nous qui est assez soft. On n'aime pas les gens qui vont sortir d'un cadre normal de travail. Et donc, voilà, il y a sans doute moins de gens qui ont un caractère extrêmement débordant chez nous par rapport à d'autres structures. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et là encore, on passe au troisième que quand on a fait les deux premiers. Savoir être certain qu'on va pouvoir travailler correctement avec la personne en question. Et après, le dernier, c'est effectivement le commercial. Donc ça vient à la fin.
Mais ça n'a pas changé depuis que vous êtes. Et globalement, alors il y a pas, c'est pas écrit comme ça. Oui, j'entends. C'est une culture. Donc il y a certainement d'autres associés qui viendraient du cabinet, qui viendraient ici, qui auraient une réponse un peu différente. Mais je pense qu'il globalement il y a quand même cet ADN là. C'est pas le premier critère. C'est sans doute dommage sur certains aspects. On se développe sans doute commercialement de façon moins rapide que d'autres cabinets. C'est peut-être en partie à cause de ça, parce que c'est pas le premier critère. On considère aussi que la taille des équipes, l'importance d'une équipe sur un marché va créer du chiffre pour le nouvel associé. Pourtant, on n'a pas une marque internationale qui permet facilement de faire ça. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt dans cette hiérarchie-là qu'on place les choses, et on va regarder ce critère-là, mais il viendra plutôt un peu après. Ça doit être quand même intéressant, compétitivement intéressant aussi pour les jeunes talents de voir que vous gardez beaucoup de collaborateurs qui finissent associés et qu'il y a très peu de turnover. On a de facto très peu de turnover. On en a eu encore moins il y a un peu avant le Covid, depuis le Covid, assez naturellement un pourcentage qui n'a pas augmenté. Mais dans les dernières associations, c'est des gens qui étaient stagiaires. Donc, il y a les associations extérieures, mais quand on fait de l'association interne, c'est toujours ce schéma-là que l'on reproduit. Donc ça continue, mais on a vu quand même le taux de turnover un peu augmenter. Mais il était vraiment historiquement très très faible, à tel point que ça en devenait, comme toute qualité, il y a un moment poussé à l'extrême, ça peut devenir un peu un défaut. Il y avait un côté vase clos. Oui. L'intérêt de faire venir des gens de l'extérieur, d'ouvrir les portes et les fenêtres, c'est que les bonnes idées viennent aussi de l'extérieur. Ça crée du dynamisme, ça crée les gens arrivent avec une vision différente, des clients différents, une envie différente, une façon de travailler différente. L'une des forces du cabinet Gide, c'est d'avoir essaimé dans l'ensemble du marché. Absolument. Et voilà. Donc c'est aussi cette force-là, c'est une force de communication. Ça porte leur marque. Pour ça, et on a des anciens de Gide chez nous. Donc nous, il y a un moment où on était un peu entre nous, 13 en famille, et donc on avait sans doute peut-être une communication qui pâtissait un peu de ça. Oui. Ouais. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients, de toute façon. Absolument. À vase clos. Mais pour revenir à vous aussi, et donc à cet aspect un petit peu entrepreneurial, vous m'avez dit prendre des appels le dimanche, etc. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Comment est-ce que vous avez fait du coup dans un premier temps pour trouver des clients? C'est simplement la notoriété croissante, le fait d'avoir de plus en plus de dossiers intéressants, précieux, qui a fait que c'est venu naturellement, ou il y a eu d'autres facteurs? Alors il y a beaucoup de facteurs. En matière de développement commercial, moi, j'ai compris qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. C'est ce qu'on me dit souvent. Il y a que des cas ou des méthodes qui s'adaptent à une personne. Donc, bien sûr, il y a le réseau relationnel. Une partie de mes clients, c'est aussi des amis. C'est des gens que je connaissais depuis plus longtemps et donc qui m'ont aidé. Il y avait un associé du cabinet qui disait c'est les dossiers qui apportent les dossiers. Lui, c'était sa méthode exclusive. Il ne faisait que traiter des dossiers. Il considérait que la qualité du traitement allait faire naturellement que d'autres dossiers du même type allaient venir. C'était vrai. Il fait toute sa carrière là-dessus. Et il a toujours refusé les communications externes. Ça marche très bien aussi. Vous avez des gens qui sont très forts dans des événements. Il y a des événements dans tous les secteurs. Voilà, aujourd'hui. Et donc, c'est une façon. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir essayé de prendre un peu de tout, mais je suis pas sûr d'avoir un truc en particulier. Mais voilà, il y a dans notre métier une double grille désormais de classement des avocats. Il y a par département, puis maintenant il y a par secteur. Donc la sectorisation c'est devenu un élément important. Moi, il y a un secteur que je travaille depuis longtemps et donc j'essaie de développer aujourd'hui qui s'appelle c'est le secteur de la défense, ce qu'on dit comme la BITD, qui est la base industrielle et technologique de défense. Voilà, c'est un sujet que je travaille un peu plus sur mon angle de droit des sociétés, de fusion-acquisition,
private equity. Donc j'essaie un peu de développer cette thématique-là, mais c'est pas du tout la seule d'ailleurs. Je travaille pour des clients dans des secteurs assez variés, mais voilà, ça peut être aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'une des thématiques de développement, c'est d'être spécialiste d'un domaine et d'être aussi spécialiste d'un secteur. Pour être capable de parler le même langage que les clients, d'adapter de façon encore plus précise son métier par rapport à des problématiques d'un secteur d'activité. Tout à fait. C'est très intéressant ce que vous dites et ce que vous avez dit même avant. Je pense que ce qui est aussi important quand on fait du développement commercial, même quand on est avocat, c'est de trouver les choses que l'on aime faire aussi, sur lesquelles on prend du plaisir, parce que c'est là où vous allez être bon. Et si c'est une formule un peu magique, comme vous parliez pour votre confrère, et que ça marche, pourquoi pas répliquer en fait ça tout au long de sa carrière, parce qu'on n'est que meilleur là où on apprécie aussi faire les choses. Moi, j'avais lu, il y avait un livre sur le marketing des cabinets d'avocats, c'est évidemment un livre en anglais à l'époque, sur les rainmakers américains, et qui disait, en fait, il n'y a qu'une seule règle, c'est 3 actions de développement par jour. C'est très simple. D'accord. Et ça marche à tous les coups. Ok, 3 approchés au hasard. Voilà, exactement. Et tout est une action commerciale. C'est-à-dire que dès que vous appelez un client, c'est pas une action commerciale. Dès que vous appelez un prospect, un client pour autre chose qu'un dossier, c'est une action commerciale. Vous faites un article, c'est une action commerciale. Vous faites et ainsi de suite. Là, juste la problématique, c'est un travail de romain. 3 par jour à tenir, c'est intenable. Oui, c'est ça. C'est juste infaisable. Donc moi, j'avais essayé une fois, et puis voilà, vous tenez 3 jours. Au bout de 3 jours, vous avez 9 de retard, et donc oui, pas beaucoup et voilà, et donc c'est fini. Mais c'est juste ça. C'est un travail immense. Mais un article, c'est une action commerciale. Oui, ce qui compte, c'est la régularité. Et donc voilà. Et j'ai l'impression, enfin en tout cas, c'est ce que décrivait ce livre, les meilleurs associés aux États-Unis qui font un chiffre très important, c'est ça, c'est ceux qui ont réussi ce volume-là. Enfin, c'est une des méthodes d'ailleurs. Je pense que c'est pas la seule, mais voilà. Donc c'est une partie du job. Il faut intégrer ça. Dans notre génération, c'était pas évident parce que vous avez aucun cours à la fac sur ce sujet et on vous prépare pas complètement à ça. Donc, faut le comprendre assez vite. Mais oui, c'est une partie importante du job que de développer sa clientèle, préparer et d'essayer d'être le plus pertinent sur un marché donné. Voilà. Tout à fait. Et comment est-ce que vous arrivez, vous aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à transmettre ça à vos collaborateurs, à vos counsels? Est-ce que vous considérez que c'est votre rôle aussi de les sensibiliser à cela, ou justement pour vous, ils doivent avoir ce petit déclic un peu tout seuls? Alors, on est loin d'être parfait. On forme les gens en droit, donc, mais le simple fait de poser la question, je dis, ouais, tiens, effectivement, on va peut-être les former à ça aussi. On fait beaucoup de formations en droit. Encore une fois, chez nous, le socle technique, c'est un socle très important. Bien sûr. Et donc, on fait beaucoup de formations techniques. Par des associés, par des intervenants extérieurs, etc. Ça, c'est notre rôle. Amener les collaborateurs à un niveau technique d'excellence, la variété des dossiers. C'est pour ça que chez nous, les équipes sont pas affectées à un associé. On essaie de faire en sorte que les gens travaillent avec des gens différents parce qu'ils vont voir des méthodes différentes. Ils vont voir aussi des dossiers différents parce que généralement, les associés sont spécialisés par leurs clients. Donc, ils ont un même type de dossier. Quand vous êtes collaborateur, vous travaillez pour 3 ou 4 associés, vous voyez plus de choses. Après, on a un positionnement de marché qui est un peu un positionnement j'allais dire pour prendre un mot anglo-saxon, d'upper mid-cap, c'est-à-dire que de marché moyen, mais plutôt vers le haut du marché, ce qui fait que on a beaucoup de dossiers différents pour les collaborateurs. En M&A, ils vont pas faire une transaction dans l'année ou une énorme transaction mondiale dans l'année, ils vont faire plutôt 5 ou 10 transactions dans l'année. Donc, ils voient des choses différentes. Bien sûr. Donc, il y a un volume d'expérience qui se fait assez naturellement. Voilà, ça, c'est notre job. C'est ce qu'on appelait sur notre site il y a un moment, former des avocats de plein exercice. Être capable de faire la totalité de sa matière en conseil comme en contentieux. Chez nous, c'est l'une des caractéristiques. Dans tous les départements, on fait du contentieux dans notre matière. On ne fait que notre matière, mais la totalité de la matière. Donc ça, c'est notre responsabilité. On devrait sans doute ajouter effectivement une brique de formation commerciale. Je suis pas sûr qu'on l'ait fait tellement, mais oui, on devrait sans doute. Peut-être pas juste par l'intermédiaire de quelqu'un d'externe ou quoi, mais c'est même vous
Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de la notion de mentor. Donc le fait d'avoir, par exemple, un counsel qui va essayer de sensibiliser un petit peu sur ces sujets son collaborateur, ou que ce soit graduel un petit peu à l'intérieur. Mais c'est pour ça que je vous demande, parce que j'entends que parfois certains collaborateurs me disent qu'ils aimeraient justement être davantage formés par leurs associés, par leur counsel sur ces sujets-là. Donc pas nécessairement par Oui, non, c'est parfaitement logique. Pour l'instant, on l'a pas. Je réfléchis à ce qu'on aurait pu faire. On a fait des choses un peu approchantes, mais c'est plus de la communication du cabinet, c'est plus de l'image du cabinet, plus que de la formation commerciale ou du coaching. Voilà, j'ai l'impression que il y a quand même un truc très individuel dans le coaching et c'est difficile de le faire pour un groupe d'ensemble. Donc on a mis en place des formations pour des jeunes associés. En tout cas, on leur a permis, s'ils avaient le souhait, de pouvoir être accompagnés sur cette thématique-là ou sur d'autres d'ailleurs. Voilà, pour se former mieux sur certains sujets. Voilà, on n'a pas vraiment mis en place pour les collaborateurs pour l'instant. Bon, je pense que c'est le cas dans beaucoup de cabinets. De toute façon, c'est vrai que l'aspect technique, c'est quand même ce qu'on vient chercher le plus vite dans un cabinet. Et par rapport à votre rôle d'associé gérant, qu'est-ce que ça implique? Quelles sont vos missions? C'est une mission de gestion du cabinet. Donc on est 5 co-gérants. D'accord. On a un conseil de gérance à 5. Alors c'est pas juridiquement des gérants. On a gardé avant, les cabinets étaient sous forme de SCP, donc société civile dit gérant. Donc c'est de là que le terme est resté. Aujourd'hui, on est sur des structures différentes, même si nous, on est toujours en SCP. Mais voilà, le côté gérant, ça veut dire assurer la gestion du cabinet. Nous, on est un cabinet qui est assez collectif. On a faire simple, pas de clients qui fassent plus de 5% du chiffre et pas d'associés qui fait plus de 5% du chiffre. Ce qui donne une vraie démocratie sur 40 associés. Donc, on a besoin d'organes collectifs pour assurer une gestion ensemble. Pas une co-gestion, mais vraiment d'impliquer le plus d'associés possible dans la gestion. D'où le fait qu'on est 5 déjà à la gérance, donc pas il y a pas un managing partner comme dans un certain nombre de cabinets, on est déjà 5 et on essaye d'assurer directement et indirectement par le biais de délégation l'ensemble des fonctions de gestion du cabinet. Et je dis des délégations parce qu'on fait pas tout à 5. On a mis des associés devant tous les postes administratifs du cabinet. D'accord. Chacun a son donc rôle, la bibliothèque, donc au-delà de la bibliothèque, ce qu'on appelle aujourd'hui le knowledge management, la formation, la comptabilité, les finances, la communication, le business développement. En face de tous les sujets, il y a au moins un associé et de temps en temps plusieurs. Donc il y a des délégations collectives sur certains sujets et au sein du conseil de gérance, on essaie de piloter l'ensemble. Et en plus de ça, on a un comité des rémunérations qui, comme son nom l'indique, s'occupe des rémunérations, et un comité d'orientation qui est un autre organe collectif qui donne une voie, une trace globale au cabinet qui essaye de penser le temps long. Donc voilà, ça fait beaucoup de réunions, beaucoup de collectifs. Ça prend un peu de temps, mais ça assure une gestion ensemble. Et on essaie d'arriver, parce qu'il y a aussi l'assemblée générale des associés, on essaie d'arriver en assemblée avec des décisions qui se prennent à la quasi-unanimité ou avec des pourcentages assez larges, parce qu'encore une fois, on a une vraie démocratie. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais il faut prendre un peu de temps pour convaincre, pour expliquer, pour informer. Nous, on a une transparence absolue sur la gestion du cabinet. 100% de la compta, 100% de l'information, de la rémunération de tout le monde est sur la table. On doit pouvoir justifier la moindre dépense, il n'y a rien de secret à l'intérieur des associés. C'est assez rare, ça, quand même. Je sais pas si c'est très répandu, mais en tout cas, c'est notre méthode. D'abord parce qu'on est une société civile, donc c'est-à-dire qu'on a une responsabilité, chacun individuelle. Donc c'est lié à ça, c'est lié à notre histoire, et puis c'est lié à ce que j'ai décrit. C'est-à-dire, tous les associés sont associés, sont des véritables associés. Il n'y a pas des associés en equity et non equity, par exemple, pour prendre une division qu'il y a souvent dans le marché aujourd'hui.
Voilà, tout le monde est au même niveau et donc a le droit de bénéficier du même niveau d'information. Et on essaye de faire en sorte que voilà, on soit capable de justifier, y compris même au-delà des associés d'ailleurs, chez l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, toutes les décisions et toutes les dépenses que l'on engage. Tout n'est pas sur la table pour le moindre salarié, mais néanmoins, il y a cette logique-là d'être capable de justifier tout ce qu'on fait. Je comprends. Historiquement, ça a toujours été comme ça depuis que vous êtes arrivé? Enfin, je veux dire, l'organisation. Alors, la SCP était la même. Il y avait déjà donc un collège de gérants à l'époque. Donc, ce côté collectif, il a toujours existé. Il n'a pas changé. On a ajouté des comités, on a créé des comités, voilà. Il y a beaucoup on essaie de faire en sorte que tout le monde participe. Il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, il y a des gens qui assez peu, mais il y en a certains qui souhaitent pas participer parce qu'ils peuvent se focaliser sur autre chose. C'est pas obligatoire, mais on essaie de faire en sorte que tout le monde participe à la vie de l'entreprise. Donc globalement, les comités n'ont pas beaucoup bougé. Oui, il y a toujours eu le CDG. Les délégations, ça c'est quelque chose qu'on a fait dans les 10 dernières années. Mais c'est la taille. Avant, à 5, ils pouvaient à peu près gérer tous les sujets. Aujourd'hui, si vous voulez faire correctement la communication externe, si vous voulez faire correctement l'attractivité, c'est-à-dire ce qu'on met en place pour avoir une ambiance, une bonne ambiance et faire en sorte que notre taux de turnover soit très faible, vous avez besoin d'avoir 3 associés qui s'occupent de ça, de mettre en place les événements. Et on a, parallèlement à ça, on a du staff. Parce que sur toutes ces fonctions, on a des salariés administratifs qui aident les associés. C'est pas du travail d'associé. Mais il faut du pilotage. Et il faut plutôt être assez proche des sujets si on veut les faire correctement. Et comment est-ce que vous assurez votre présence sur différents continents? D'ailleurs, donc il y a Afrique, Asie, Amérique latine. Pourquoi le choix de ces continents-là? Et comment est-ce que vous faites pour gérer votre présence? On a eu une évolution classique dans beaucoup de cabinets. C'est-à-dire, on a ouvert certains marchés par opportunité, parce que c'était le moment. Casablanca, qui est l'un des points les plus anciens chez nous, ça doit être au début des années 2000. Donc on a plus de 20 ans sur place. Donc on est un cabinet important sur ce marché-là. Ça c'est vraiment totalement le cabinet, c'est interne 100%. Même chose pour la Chine, qui est un bureau interne qu'on a depuis très longtemps. Après on a c'est par cercle concentrique. On a des partenaires qui sont indépendants du cabinet, mais qui ont choisi de rejoindre notre réseau, qui ont choisi d'adopter notre marque et de travailler avec nous de cette façon-là. Mais c'est des avocats indépendants juridiquement sur place, en Amérique latine ou en Afrique subsaharienne. Ils ont leur propre cabinet, ce sont des avocats locaux, ce sont des intervenants, c'est pas des Français qui vont sur place, c'est des gens qui travaillent pour certains depuis très longtemps sur place. Ils ont choisi de rentrer dans ce réseau-là et de faire partie de notre réseau. Voilà. C'est les deux étapes de développement et on le fait. On essaie d'avoir une stratégie par pays selon les types de pays. Il y a des pays où il y a aucune logique qu'on aille ouvrir, même avec un réseau indépendant. En Angleterre, on travaille avec une dizaine de cabinets différents. Il est hors de question d'aller les concurrencer et de créer des choses là-bas. À l'époque, à Casablanca, c'était vraiment un marché qui naissait, le marché du droit des affaires. Et donc, il y avait vraiment un besoin pour un certain nombre de clients d'avoir un relais local. Et donc, notre présence, elle faisait du sens. Il y a des pays, encore une fois, on n'irait pas ouvrir aux États-Unis, ça n'a pas beaucoup de logique. Il faut que ce soit opportun pour vous et voilà. Logique. Il faut que ça puisse correspondre à un besoin de client et à une bonne façon de traiter les clients. Parce que pour certains pays, il vaut mieux avoir un panel de 10 cabinets différents pour pouvoir les adresser correctement vis-à-vis de nos clients, plutôt que d'avoir un point unique d'entrée. Et pour certains pays, le marché étant relativement réduit localement, il vaut mieux avoir un partenaire qu'on connaît très très bien, de façon à être capable d'assurer, de délivrer une qualité absolument optimum, ce qui est le premier critère de choix. Tout à fait. Et par rapport à vous, donc je suppose que vous avez toujours des velléités de croissance au sein du cabinet. Comment est-ce que vous voyez votre croissance? Quels sont vos enjeux, vos objectifs de façon assez générale? Il y a 2 éléments de croissance, interne, externe. Interne, c'est l'association interne, le développement
des associés en interne. Donc c'est soit de nouveaux associés, soit développer le chiffre des associés. C'est la partie, j'allais dire la plus difficile, ou en tout cas pour développer le chiffre des associés existants. C'est celle on parlait du marketing, du commercial, on a le moins de prise sur cette capacité de développement. C'est un travail de long terme. C'est un travail qui est moins directement visible, alors que du recrutement extérieur, c'est quand même plus simple à gérer. Alors ça a ses propres complexités, il faut bien faire ses choix, mais c'est une opération de croissance externe limitée sur un associé ou un groupe d'associés, vous faire entrer une forme de fonds de commerce dans la structure, donc c'est plus facile à planifier d'une certaine façon. Donc c'est ce qu'on met en place. De l'environnement, donc c'est le produit de cette volonté qu'on a affichée depuis un certain nombre d'années de faire croître le cabinet sur l'ensemble des domaines du droit. Et après, on a aussi cet objectif pour les associés existants, là aussi renforcer notre présence en communication, en business développement, pour faire progresser tout le monde. Je comprends. Vous parliez du recrutement, donc de certaines difficultés qu'on pouvait avoir parfois à recruter des talents. Quels sont pour vous les critères assez généraux de recrutement d'un bon collaborateur pour les collaborateurs qui nous écoutent? J'allais reprendre mon socle, évidemment. Mais vous pouvez. Nécessairement la qualité technique. Ça commence là. Il n'y a pas c'est le critère absolument évident. Mais un jeune collaborateur ne va peut-être pas avoir énormément de bouteilles. Et il n'y a pas besoin de l'expérience. On ne va pas lui demander d'avoir une expérience sur des dossiers. Ça, nous, on prend des très jeunes. On prend vraiment il y a certains cabinets qui généralement prennent à 2-3 ans d'expérience. Nous, on prend vraiment en sortie de FB, voire même avant. Il y a beaucoup de gens qui commencent par être salariés chez nous parce qu'ils sont pas encore avocats. Moi, ça a été mon cas pendant très longtemps. D'abord salarié avant de devenir avocat. Donc, on a une méthode très classique là-dessus. On prend vraiment les stagiaires et on essaye de les faire progresser. Donc voilà, la base technique, en revanche, c'est à la fac que vous l'apprenez. Donc, c'est ça qu'on va juger. C'est vraiment ça qu'on va juger. C'est la première chose. Deuxième chose, on va faire venir beaucoup de stagiaires pour les voir en vrai. On va pas trop se passer trop de temps sur le CV. Sur est-ce que c'est le bon master 2, est-ce qu'il y a une double formation, etc. On va souvent, on a des partenariats avec des master 2 qui sont très prestigieux et on est très content de ça. Mais voilà, on voit tout le monde en vrai dans le cabinet et c'est souvent de cette façon-là qu'on sélectionne le mieux. Alors, donc le choix, en tout cas, il est souvent fait là-dessus. Après, c'est vraiment la qualité de l'entretien. Encore une fois, plus que le CV. C'est vraiment sur les rendez-vous individuels que je vais faire la différence avec des CV à peu près comparables, parce que mais c'est là-dessus, si on les a pas eu en stagiaire. Mais encore une fois, on essaye vraiment de faire au maximum, de pouvoir tester les gens et de savoir très bien comment ils vont travailler et s'intégrer avec l'ensemble des gens du cabinet. Je comprends. Et par rapport à la notoriété de votre cabinet, donc pour moi, la notoriété, il y a plusieurs facettes. Il y a la notoriété que vous allez avoir pour justement être attractif pour de jeunes talents. Il y a la notoriété que vous allez avoir aussi pour les clients, pour qu'ils viennent travailler avec vous. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui dans ce marché qui est un petit peu en mutation, comme on l'a dit, il est différent de quand vous avez commencé à travailler, pour vous assurer que votre cabinet, qui est déjà avec une belle notoriété, puisse rester compétitif par rapport à d'autres qui ont une notoriété équivalente, voire même la dépasser en fait? Alors c'est l'objet d'une partie de la gérance et on a des délégations sur ce sujet-là, communication, et on a encore une fois des salariés qui nous aident à faire progresser la notoriété de la marque. C'est vraiment tous les axes de communication classiques pour porter le message sur la marque. On est en train de refaire le site, il va sortir dans quelques jours. Voilà, c'est un outil de projection de la marque. Je reviens encore à ma base, mais la première façon de porter la marque, c'est la qualité des dossiers, la qualité du traitement. Donc, on essaye de faire comprendre ça aussi à l'ensemble des gens du cabinet et de faire en sorte que ça soit
un vecteur de communication. Mais après, on va utiliser tous les vecteurs assez classiques. Voilà, et on va choisir nos cibles, on va choisir nos marchés. On essaie de se positionner évidemment sur des marchés porteurs en devenir. On a des marchés traditionnels au cabinet on a développé depuis longtemps. Le droit public est devenu une matière très classique. Elle l'était un peu moins il y a 20 ans et on a été très précurseur sur le sujet, par exemple. On a d'autres matières qui sont plus originales, comme le droit du marché de l'art, qui sont plus des marchés de niche, mais qui sont importants chez nous, ou ce qu'on appelle d'un anglicisme le private client, qui est une matière qu'on travaille depuis très longtemps au cabinet. Donc voilà, c'est aussi des marchés spécifiques. Après, on a une palette qui est très large, comme beaucoup de cabinets d'affaires. Donc, on va essayer de communiquer aussi de façon transversale. Bien sûr. Je pense qu'il y a aussi il y a l'aspect technique, mais ce que j'entends aussi souvent, c'est parfois la difficulté de convertir un prospect en client, la difficulté de faire de la vente additionnelle sur un client, de le fidéliser, etc. Est-ce que vous, c'est des sujets aussi auxquels vous êtes sensible? Pas uniquement l'aspect, enfin, vous allez me dire oui, mais l'aspect aussi relationnel qui pour moi est un élément distinctif fort entre deux avocats qui vont être à technique équivalente. Oui, surtout que pour un client, j'imagine que vous pouvez pas juger de la technique avant d'avoir travaillé avec les gens. Donc vous devez forcément vous fonder sur un critère différent. Et donc effectivement, on fait comme les autres entre guillemets, on va travailler nos classements parce que c'est un outil de référencement automatique. Encore une fois, le client, il a pas beaucoup d'éléments pour juger un cabinet de l'extérieur avant d'avoir travaillé avec lui. Donc le classement c'en est un. Il y a beaucoup d'avocats qui peuvent critiquer aussi ces classements-là, mais ils ont aussi l'avantage de nous donner cette visibilité-là et d'être capable de donner un argument entre guillemets de vente. Alors, on a aussi les précédents, les transactions qu'on a déjà travaillées, la façon de présenter ce qu'on a déjà fait. Ça permet de convaincre la taille du cabinet. C'est un argument, évidemment. Bien sûr. L'histoire du cabinet, son ancienneté et évidemment un plaidoyer pro domo, le fait que ce soit un cabinet français. C'est aujourd'hui dans la bascule stratégique qu'on vient de voir dans les 2 derniers mois, c'est devenu un élément absolument essentiel. Les éléments de souveraineté de la France sont essentiels, le droit en fait partie, et donc le fait d'être un cabinet français dans un marché français est je pense un élément distinctif, ou en tout cas important à prendre en compte pour un certain nombre de clients. Et qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle, dans le sens où est-ce que vous pensez qu'un cabinet qui n'adopte pas une IA juridique ou toutes sortes d'IA va aujourd'hui être un petit peu en retard, ou du moins compétitif qu'un cabinet qui va l'adopter, qui va pleinement l'intégrer dans ses pratiques? On a au cabinet, on a mis en place un comité d'innovation. Encore une fois, il y a un nouveau comité. On a intégré des collaborateurs, évidemment, des générations plus jeunes, pour avoir et on a décidé une vision plus juste de ce qui se fait. On a décidé de tout tester. Donc, on a vu énormément de logiciels. On en a beaucoup adopté déjà. Donc c'est ça, on essaye de voir des briques, d'essayer de trouver des briques utiles, de les mettre en place assez rapidement. Deuxième chose, on met en place pour le coup des formations par les collaborateurs, mais pas de la formation théorique et technique d'un logiciel. Ça, c'est les éditeurs qui nous le font. Mais c'est le collaborateur qui explique, voilà ce que je fais avec ChatGPT techniquement, pour telle tâche, et ça marche très bien. Ou voilà ce que j'ai fait avec Predictis. J'ai utilisé Predictis chez nous de cette façon-là, l'IA de Predictis, où j'ai utilisé tel logiciel pour faire tel élément. Un peu comme des bonnes pratiques. Exactement. C'est évidemment des bonnes pratiques. Et souvent des choses qui n'étaient pas prévues même par l'éditeur de logiciel. Voilà. Et des choses qui marchent mieux avec telle plateforme, avec tel outil que tel autre. Donc voilà, on essaye d'avoir un peu ce début de trace sur le sujet. L'IA, pour moi, c'est un outil. Donc on en fait exactement. C'est comme n'importe quel outil. Ça peut être totalement utile ou totalement inefficace. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça ne fait pas du droit. Ça, pour le coup, à aujourd'hui, je n'en vois aucune qui ait une capacité à faire sérieusement du droit. C'est-à-dire, parce que je les ai testés et que quand vous posez 10 questions de droit, vous voyez très bien quel est le niveau, et vous voyez aussi, même si tout le monde vous dit il n'y a pas d'hallucination chez nous,
la 9e question où tout est inventé. Ah oui. Ça, je l'ai vu, je l'ai testé il y a 3 jours. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça le compliqué. C'est quand vous faites du droit pur, vous avez 10 réponses. Dedans, il y en a 3 qui sont totalement inventées et elles sont très difficiles à détecter si vous connaissez pas la matière. Oui, c'est ça, parce qu'elles sont très bien présentées. Dernier exemple, enfin, je veux dire, vous prenez les dernières réformes, vous demandez des commentaires sur la réforme. En l'occurrence, en droit des sociétés, la réforme sur le régime des nullités, réforme absolument fondamentale. Vous posez des questions à l'IA sur cette réforme. On vous donne des descriptions et puis il y avait un élément de description. Je dis, c'est très intéressant. Il y a un article qui permet de corriger un certain nombre de choses. Sauf que les articles, ils n'existent pas dans le code de commerce. Ni dans l'ancien, ni dans le nouveau. Il l'ajuste totalement. Et quand vous interrogez l'IA en disant, mais il est où l'article? Ah non, effectivement, il est pas. Mais c'est le sens de l'évolution de la loi future. Ça, c'est un concept encore très particulier. Oui, après, donc, voilà, moi, sur le fond du droit, pour l'instant, j'ai rien vu de sérieux. Ça peut aider pour du basique. Ça peut aider quand vous connaissez absolument rien à une matière. Vous cherchez les choses, droit agricole, je connais rien. Si j'en ai besoin, je vais avoir quelques éléments. Si c'est faux, c'est pas très grave. Ce sera pas pour un client. Mais si c'est pour un client, c'est de la folie furieuse. Dit très clairement. En revanche, c'est un outil fantastique pour tout ce qui est technique. Ça, c'est autre chose. Si vous prenez une IA, que vous la faites tourner sur vos contrats internes rédigés et que vous lui demandez une fusion de 5 contrats différents pour que le prochain contrat que vous allez faire pour le client qui vient, la version 0 soit de meilleure qualité que juste j'ai pris la version du dossier d'avant, là, vous avez vraiment fait quelque chose de technique et de très efficace. Quand vous avez un logiciel qui va faire de la vérification sur l'ensemble du document, de cohérence, d'orthographe, de mise en forme, d'automatique, de tout ça, vous gagnez du temps de productivité. Vous faites en sorte que les avocats se concentrent non pas sur des tâches de logistique, mais de droit. Dans les fusions-acquisitions, notre métier comporte une part de logistique du dernier kilomètre. Les clients arrivent avec un term sheet signé pour certains deals et vous devez amener la transaction jusqu'au bout. Il y a une part dans les annexes, dans le traitement du volume de documents, il y a une part de logistique. C'est là où l'IA est absolument efficace et va faire en sorte qu'un junior, exactement comme moi j'ai passé des heures à passer des fax page par page, le junior aujourd'hui, il a une part de fonction logistique qui va basculer qui va pouvoir envoyer sur un logiciel et se concentrer sur du droit. Et comment vous allez vous assurer au sein du cabinet que justement l'utilisation de l'IA soit faite que sur des sujets qui à votre sens sont maîtrisés et pas un peu partout, même si effectivement si vous contrôlez et que vous voyez qu'un jeune collaborateur ou un collaborateur d'ailleurs s'en est servi et que vous, avec votre expertise et votre analyse, vous voyez que ça sort d'une IA et donc que c'est faux. Mais est-ce que du coup, vous allez réguler son utilisation? Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses? Heureusement, le cas s'est jamais présenté. Mais honnêtement, ma réaction serait pas sympathique. Non, c'est absolument interdit. Enfin, on ne doit pas faire encore une fois, on ne doit pas faire du droit sur une IA aujourd'hui. Moi, j'en ai vu aucune dans le marché qui soit ne serait-ce que à moitié sérieuse. Encore une fois, pour cette raison-là, vous avez 10 réponses, il y en a 3 qui sont fausses. Elles sont très difficiles à détecter si vous connaissez pas déjà la réponse. Et ça, c'est plus que déroutant. C'est un enjeu absolument majeur. Donc, faire du droit avec l'IA, peut-être qu'un jour ce sera différent. Aujourd'hui, c'est pas imaginable. Donc, j'espère que on fait passer le message très clairement. On le fait dans les formations, etc. Donc, c'est inimaginable en tout cas chez nous, de faire traiter comme ça. Forcément, ça a pu arriver, mais on a suffisamment fait passer le message. Il y a évidemment des logiciels qu'on n'utilise pas. Vous avez un deuxième élément, c'est que vous avez des données qui sortent à l'extérieur. J'allais vous poser la question. Voilà, c'est déjà un certain nombre de logiciels, Copilot, etc. Vous avez des sorties extérieures, donc l'utilisation, elle est proscrite, quelle que soit la qualité technique. Voilà, dès que vous n'avez pas une maîtrise de la sortie des données, c'est niet. Dès que vous n'êtes pas capable de maîtriser l'environnement, voilà, nous on va pas l'utiliser en tout cas pour l'instant. Mais c'est pas grave. L'IA est très utile quand même. Elle est utile
si vous le faites tourner sur vos bases. Elle est utile si vous êtes en circuit fermé, si vous maîtrisez totalement le sujet. Là, ça va vous donner des choses. Si ça permet chez Lexis d'aller chercher le bouquin de Lexis plus rapidement, c'est fantastique. Quand ça tourne à l'intérieur de LexisNexis, nous on est chez eux depuis très longtemps, la base est juste fantastique. Je savais exactement où était le volume de droit des sociétés dans la bibliothèque. J'avais juste besoin de descendre au premier étage. Si on me l'apporte directement, qu'on me donne directement le bon paragraphe, c'est fantastique. J'ai pas besoin de plus. Oui, j'entends. Après, voilà, tout le monde sait dans les meilleurs bouquins de droit des sociétés qu'il y a des erreurs quand même. On sait à peu près où elles sont. On a l'habitude de comparer. Toutes les doctrines ne se valent pas. Elles ne disent pas toutes la même chose. Elles n'ont pas toutes la même opinion sur les mêmes sujets. La réforme du régime des nullités en droit des sociétés va donner lieu à énormément de débats. Il y a peu de sujets sur lesquels les réponses sont absolument évidentes. En tout cas, c'est pas exactement sur des sujets évidents que nos clients nous attendent. Nous attendent sur précisément ce qui sort des manuels de base. Ils ont le même manuel que nous, ils ont été formés de la même façon, ils n'ont pas besoin de nous sur ce sujet-là. Ils ont besoin pour aller faire l'extra kilomètre au-delà, justement, là où précisément, pour l'instant, je vois pas comment une IA pourrait s'y approcher. Et quels sont les objectifs du coup du comité innovation chez vous? Encore une fois, tout tester, comprendre ce qui marche moins bien. Tous les tests qu'on fait les tests sont généralement fantastiques. Donc il faut aller un peu plus loin. Il faut même signer certains éléments pour 6 mois pour regarder, voilà, voir ce qui va nous servir au quotidien. Ce qui va donner des gains de productivité très sur le long terme. Même rapidement, mais parce que il y a un autre élément comme d'habitude en matière de logiciel, c'est aussi l'utilisation réelle. C'est très bien de mettre en place un logiciel fantastique. Si personne l'utilise, ça ne sert à rien. Donc il y a un problème après de formation, de faire rentrer l'outil dans l'usage quotidien. Donc ça prend plus de temps. J'entends. Écoutez, cher Emmanuel, en tout cas, je vous remercie pour ce témoignage, pour ce retour d'expérience. C'était très intéressant. Je suis certaine que nos auditeurs seront très friands d'écouter tout ce que vous avez à dire. Et puis, merci encore et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt.